pense que toutes les infirmières sur cette terre qui, à un moment donné, ont envie de changer, ressentent ce syndrome de l'imposteur. La voix de mon petit imposteur arrive ici, me crie dedans, c'est pas ta place, c'est pas pour toi, tu n'es pas légitime, ça sera pas suffisamment bien, tu n'as pas suffisamment de compétences. Ce que j'aime le plus, quand elles captent, elles se disent c'est un autre monde. En fait, je peux être, avoir et faire tout ce que je veux dans ma vie bien plus facilement que je le pensais. Le syndrome de l'imposteur empêche le mouvement. Et le mouvement, je pense que c'est la clé. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les infirmières qui se disent moi j'ai une idée mais je me sens pas légitime? Comment elles peuvent maîtriser le syndrome de l'imposteur? Si vous le ressentez, j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est une excellente chose. Le syndrome de l'imposteur touche uniquement les personnes qui ont... Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Audacieuses par Infirmière Libre. Je suis Anaïs, ancienne infirmière devenue entrepreneur épanouie. Et moi c'est Zoe, d'Infirmière Libre. Audacieuse, c'est le podcast numéro 1 des infirmières, créé par des infirmières pour les infirmières. À travers ces épisodes, on va essayer de vous donner une nouvelle perspective, mais surtout de vous aider à ressortir boosté à bloc pour que vous puissiez à votre tour passer à l'action et devenir le personnage principal de votre vie. Le sujet aujourd'hui sera le syndrome de l'imposteur. Cet instant où tu as le déclic, mais tu es paralysé par ce syndrome. Toi Zoe, ce sujet, qu'est-ce qu'il t'inspire ? Ça m'inspire beaucoup de choses parce que c'est quelque chose que je ressens depuis toujours. Je pense que toutes les infirmières sur cette terre qui, à un moment donné, ont envie de changer, ressentent ce syndrome de l'imposteur. Ce sentiment de « j'ai envie de faire autre chose, mais c'est pas fait pour moi ». Je pense qu'on le ressent tout, tu me donneras ton avis juste après, mais je pense que je me suis posé cette question toute ma vie alors que j'avais envie de faire autre chose, mais je me disais, mais t'es faite pour être infirmière, c'est pas possible de faire autre chose. Je rêvais d'avoir un autre métier, mais impossible de savoir quoi faire d'autre. J'avais l'impression que mes compétences, c'était je suis infirmière, t'es une très bonne infirmière et ça s'arrête là et impossible de faire autre chose. Est-ce que toi aussi tu ressentais ce sentiment d'être un imposteur en imaginant peut-être un jour changer de vie ? En fait, pour être transparente avec toi, je me suis toujours dit que plus tard dans ma vie, je ferais des grandes choses. En tous les cas, j'ai toujours aspiré à le faire. Mais c'est comme si je l'avais laissé ranger dans la case grand rêve. J'avais ma vie, celle qui était accessible, possible, atteignable. Et j'avais mes rêves où je me disais un jour... Comme si quelqu'un allait ouvrir la porte et me dire « Anaïs, viens, je t'emmène, ça y est, c'est ta meilleure vie qui arrive, elle est déjà toute tracée et toute faite. » Sauf que ça, c'est complètement utopique et ça n'arrive pas. Et du coup, parfois, je m'autorisais à rêver un petit peu de cette vie, mais du coup, j'avais pas encore déclenché ce syndrome de l'imposteur, à mon sens, simplement parce que j'avais mis aucune action, aucun début de changement vers le rêve. J'étais restée dans ma ligne d'infirmière. Donc, je dirais que tant que j'ai pas eu un déclic et tant que j'ai pas commencé la première action, j'ai pas eu ce sentiment de syndrome de l'imposteur qui, pour moi, est vraiment une voix qui va te chuchoter à l'oreille c'est pas pour toi, c'est pas ta place, t'es pas capable. Voilà. Pour moi, à ce stade, en tous les cas, lorsque j'étais infirmière, j'ai pas ressenti ce syndrome. Je sais pas toi, à quel moment, tu dis que tu l'as déjà ressenti, à quel moment il est arrivé dans ta vie réellement ? Écoute, moi, la même chose que toi. Toute ma vie, je me suis dit que j'allais faire de grandes choses, mais comme quelque chose qui était un peu irréaliste. Je me disais pas que demain, j'allais tout abandonner, etc. Pour moi, j'allais être infirmière toute ma vie. Ça, par contre, c'était quasi une certitude. Jamais, à un moment, jusqu'à ce que j'arrête du jour au lendemain, je me suis dit, un jour, je serai plus infirmière, je ferai ça, nanana. Non, j'aspirais à des grandes choses, mais complètement irréaliste parce que je me disais non, je suis infirmière et rien d'autre, mais quelle tristesse. Et ce sentiment d'imposteur, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie parce que malgré le fait que je me suis dit que j'allais toujours être infirmière, que je ferais jamais autre chose, j'ai quand même lancé plusieurs business, mais toujours en lien avec le métier d'infirmière. J'avais lancé un service de conciergerie pour seniors pour les services à domicile, pour, tu sais, un petit peu comme l'habituel, je sais pas si vous avez ça en France, mais service repas, conduire les gens à l'hôpital, etc. Donc toujours en lien avec mon travail. Ensuite, j'ai fait le cabinet, qui est encore une fois en lien avec le métier d'infirmière, les technologies, prendre soin, etc. Puis infirmière libre, encore en lien avec l'infirmière, etc. Bon, évidemment, j'ai évolué en tant qu'entrepreneur après, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à me détacher en fait de ce métier et de ma casquette d'infirmière. Et le sentiment d'imposteur, il est resté, il est encore présent maintenant. Dans tout ce que je fais, je me dis tout le temps, c'est pas assez. Est-ce que je suis légitime pour faire ça ? Aujourd'hui, il y a le programme, donc des gens paient pour venir écouter ce que j'ai à dire. J'ai énormément de mal avec ça. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas
pourquoi les gens paient pour venir me voir. Et ça, je pense que c'est aussi lié au fait que l'infirmière, alors évidemment, on a un salaire pour ce qu'on fait quand on travaille à l'hôpital, à libéral, etc. Mais il y a un côté un petit peu don de soi, où on fait les choses par vocation, avec le cœur. Et avant, en tout cas, l'infirmière, elle avait un peu ce rôle de nonne, où elle était là pour donner sans rien attendre en retour. Et là, le fait de faire de l'entrepreneuriat, donc de gagner de l'argent grâce à ton métier, c'est particulier. Et ça, tu as du mal à l'accepter. Et je pense que le rôle de l'imposteur peut venir aussi de ça. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, dans notre identité d'infirmière, on a aussi... Je pense que ça influe beaucoup sur notre personnalité. Et du coup, quand tu disais le don de soi, effectivement, quand tu passes à cette casquette d'entrepreneur, pour ma part, ça résonne en moi. Lors des premiers passages en caisse, ou en tous les cas, quand j'ai dû facturer des clientes, ça a été vraiment quelque chose d'ultra difficile. Un passage hyper compliqué, parce que même dans le libéral, c'était quelque chose qui me dérangeait quand je devais demander une part de mutuelle ou autre. C'était vraiment pas dans ma manière d'être. Le rapport presque même à l'argent. Dans l'entrepreneuriat, c'est quand même important. Et le moment du passage en caisse, j'étais super mal à l'aise, donc j'ai dû faire vraiment un travail sur moi et je pense que j'ai dû aller défaire des identités profondes, de la personnalité et comprendre que au sein de mon cabinet, j'étais dans une vente éthique. On répond encore à un besoin, on soigne autrement et ça m'a aidée. Et finalement, ce qui m'a aidée, c'est encore de me dire... J'ai encore un petit peu ce côté infirmière. Mais du coup, toi, oui, tu l'as ressenti dans très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, il t'accompagne encore ? Oui, beaucoup moins, parce que ce qui permet de diminuer le syndrome de l'imposteur, c'est ce qu'on appelle les preuves sociales. C'est avoir la preuve que ce que tu apportes amène de la valeur et peut aider d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai assez de recul et avec les équipes assez de recul pour me rendre compte qu'on aide beaucoup d'autres personnes. C'est comme le métier d'infirmière, tu soignes. Nous, maintenant, on soigne un peu les âmes, j'ai l'impression. On sauve, et je mets bien des guillemets, certaines filles qui sont dans un tourment, qui sont plus du tout heureuses, plus du tout alignées dans ce qu'elles font. Donc c'est soigner, mais autrement. Et grâce à ça, ça diminue, mais ça n'est pas parti. Et ça, je pense, ne partira jamais. Je pense que comme l'identité d'infirmière, c'est ancré en toi et ça bougera pas. Alors, je l'ai identifié, je le comprends et je le maîtrise. Il s'assoupit, mais il est là. Et il le sera toujours. Toi aussi, j'imagine. Oui, alors c'est rigolo dans le sens où tu dis qu'il est toujours là, il a été là longtemps et t'apprends à le maîtriser parce que je dirais que pour beaucoup de filles de ton programme, pour avoir été l'une d'entre elles, moi, tu as fait partie de mes mentors, celles qui m'ont soignée. Alors soignée, attention, c'est presque comme une maladie qu'on ne soigne pas mais dont on traite les symptômes. Et pour ma part, toi, tu as fait partie des gens qui m'ont aidée à traiter les symptômes de mon syndrome de l'imposteur, notamment pour le cabinet, puis ensuite en me donnant des opportunités, en me laissant devenir coach dans ton programme. Et tout ça, ça a vraiment soigné les symptômes. Donc je dirais que, effectivement, à chaque nouveau projet, la voix de mon petit imposteur arrive ici et c'est pas elle chuchote à l'oreille, hein, elle me crie dedans, c'est pas ta place, non. C'est pas pour toi, tu n'es pas légitime, ça sera pas suffisamment bien, tu n'as pas suffisamment de compétences. Mais en tous les cas, pour tous les projets où j'ai pu me faire accompagner, notamment du coup par toi, ce syndrome s'est nettement diminué. Donc je pense qu'il faut aussi parfois du coup essayer de l'attraper et lui dire écoute-moi maintenant, peut-être qu'aujourd'hui je suis pas encore totalement légitime, mais je vais le devenir parce que je vais me former, parce que je vais apprendre des choses, maîtriser. Et justement, ensuite, quand on commence à avoir le retour client, la satisfaction client ou élève, quand on voit la satisfaction, je suis d'accord avec toi, ça soulage et on se dit énormément. Ok, donc et après, j'ai un peu de légitimité. Hop, ça revient et hop, ça rediminue. C'est comme une vague. Mais ce qui est fou, c'est que l'infirmière, elle part dans l'entrepreneuriat, elle part dans une nouvelle activité, pleine de doutes, pleine de peurs, mais elle oublie qui elle est. Elle oublie qu'elle est infirmière. Je le dis souvent, je le répète sans cesse, quand tu es infirmière, tu es capable de tout. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et pas sur le manque. Parce que le problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a une tendance à focaliser sur le manque, sur ce qu'on ne sait pas encore, sur ce qu'on ne connaît pas encore, sur ce qu'on ne maîtrise pas encore. Et donc c'est là-dessus qu'on focalise et donc on l'amplifie, alors qu'on devrait se focaliser sur tout ce qu'on a de bien, toutes nos compétences,
et je ne vais pas les citer, mais les compétences transférables de l'infirmière à l'entrepreneuriat, elles sont multiples, voire presque significatives. Ça veut dire qu'elle les a presque toutes, il n'y a même pas de doute à avoir là-dedans. Et malgré ça, elle doute d'elle parce qu'elle se focalise sur le manque et pas sur ce qu'elle a. C'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose presque qu'on devrait mettre en place dès l'enfance, je pense. Travailler sur ça. Sur toujours se focaliser sur nos points forts plutôt que nos points faibles. Et peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, hein, je ne suis pas chercheur en neurosciences, ni en Montessori, ni quoi que ce soit, mais peut-être qu'on pourrait diminuer du coup ces symptômes pour les gens qui justement commencent à entreprendre. Ils auraient déjà un petit peu cette vision de quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, mais se concentrer surtout sur ce qu'ils savent faire. Et même pour créer des business et autres, c'est quelque chose d'ultra précieux. Savoir, ok, donc ça, c'est presque faire son ikigai, mais ça, je maîtrise. Ici, il y a un problème à résoudre, et moi, je sais faire. Et ben, je vais me concentrer un petit peu là-dessus. Et dans le partage, même dans des communautés, ou que ce soit entrepreneurial, mais pas que, du coup, hein, ça peut être associatif ou ce genre de choses. Je pense que ça aiderait beaucoup Mais ouais, c'est tout à fait humain de se focaliser sur le négatif. Les gens ont des failles, ils se disent « Ok, bon, je suis pas bon en com, je suis pas bon en ça, je suis pas bon en ça, donc il va falloir que je m'améliore. » C'est une très mauvaise façon de faire parce que c'est hyper difficile déjà de changer, c'est hyper difficile de s'améliorer à la vitesse de l'éclair. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est prendre toutes nos forces, toutes nos compétences, s'acharner dessus comme un malade du matin au soir pour augmenter et alimenter encore plus toutes ces forces parce qu'elle est là, notre zone de génie, elle est là où on va faire la différence. Et en fonctionnant de cette manière, ça permet vraiment d'évoluer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et là, dans ce cas-ci, c'est spécifiquement professionnellement. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est hyper intéressant ce que tu partages. D'ailleurs, il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, si vous le ressentez, si tu le ressens, si je le ressens, si toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui ressentent le syndrome de l'imposteur, j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est une excellente chose. Le syndrome de l'imposteur touche uniquement les personnes qui ont une haute conscience professionnelle. Donc les personnes qui s'en foutent, qui ne sont pas appliquées, qui ne veulent pas faire les choses correctement, ne ressentent pas le syndrome de l'imposteur. Donc si tu le ressens aujourd'hui, c'est parfait, ça veut dire que tu as vraiment envie de bien faire, de développer ton business, que tu as envie de faire les choses correctement. Et d'ailleurs, le syndrome de l'imposteur touche les personnes qui sont empathiques parce qu'elles ont l'envie de bien faire, de ne pas décevoir l'autre, d'apporter assez de valeur. Et c'est pour ça que l'infirmière est particulièrement touchée par le syndrome de l'imposteur parce qu'elle a grosse conscience professionnelle et elle est empathique plus. D'ailleurs, quand je dis plus, je parle comme une infirmière. Urine, plus. Exactement. Non, mais en plus, pendant que tu me disais ça, je me disais par définition, l'infirmière. La rigueur, vouloir justement faire les choses bien, être empathique. Toujours ce côté humain, mais perfectionniste, où les choses doivent être bien faites avec des protocoles bien rigoureux et à la fois avec beaucoup d'humanité, beaucoup de douceur. Donc finalement, oui. Grosse pression sur les épaules, finalement. Il faut que je sois tout ça. Je suis comme ça, il faut que ce soit parfait, je peux pas blesser, je dois être à l'écoute, je dois être attentive, je dois être douce, je dois être gentille, il faut que je sois à l'heure, il faut ça, et donc grosse pression. Donc forcément, quand on sort un petit peu de cette ligne-là, syndrome de l'imposteur, j'arrive dans un domaine que je maîtrise pas comme mon métier d'infirmière, et donc je suis là avec des incompétences, avec des incohérences, avec des doutes. Là, c'est fini. On l'a perdu, l'infirmière, parce que dans son métier, elle doit être comme ça, elle peut pas dérouter. Et donc là, elle arrive dans un milieu qui est complètement inconnu. En tout cas, elle espère démarrer dans une nouvelle activité où elle connaît rien, qu'elle maîtrise pas encore. Et là, le syndrome de l'imposteur, il vient lui dire « Mais meuf, non, je peux pas. C'est pas fait pour toi. » Et c'est ça qui est dommage, parce que plus que quelqu'un d'autre, elle a complètement les compétences. Totalement. Et du coup, ça veut dire que dès l'instant où enfin elle passe ce cap du déclic, pouf, elle est tout de suite freinée par un syndrome de l'imposteur. Du coup, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les infirmières qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent « Moi, j'ai une idée, mais je me sens pas légitime ». Là, on leur dit qu'elles ont le profil idéal pour entreprendre. Comment elles peuvent maîtriser, comment elles peuvent appréhender ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu connais des outils, des clés pour justement qu'elle passe outre, au-dessus, ou en tous les cas qu'elle fasse avec, qu'elle diminue ce syndrome? Oui, déjà le fait de vous avoir partagé pourquoi on ressent le syndrome de l'imposteur, ça va vous permettre de
de l'identifier, de le comprendre et de se dire ok, je ressens ça parce que j'ai un haut niveau de conscience professionnelle, j'ai beaucoup d'empathie et donc forcément je doute toujours de moi-même. Ah oui, effectivement, là je suis en train de focaliser sur le manque plutôt que sur le positif. Donc là déjà c'est une première chose, c'est de l'identifier et de le comprendre parce que sinon vous avancez un peu dans l'inconnu, vous croyez à votre propre vérité. Donc vous vous dites dans votre tête non je suis pas capable, j'ai pas les compétences, c'est pas fait pour moi et vous pensez que c'est la vérité parce que ce à quoi on pense et définit notre réalité, heureusement ou malheureusement, parce qu'on a la capacité de changer ses pensées, c'est ça qui est une bonne nouvelle. Donc déjà de comprendre que ce que vous pensez n'est pas un fait établi et non, votre vérité n'est pas la vérité. Donc ça, c'est une première chose. Mais comme j'ai expliqué, c'est plutôt se focaliser sur ce qu'on sait faire de bien, sur nos forces, que plutôt de se focaliser sur ce qu'on ne sait pas faire, ça ne sert à rien. Vous savez faire plein de choses, vous êtes aujourd'hui à sauver des vies, à avoir des horaires de dingue, à supporter la pression, etc. C'est les plus grandes compétences entrepreneuriales qui puissent exister. La troisième chose, c'est de très souvent vous rappeler vos réussites. Tout ce que vous avez fait de bien, vous avez changé de poste plusieurs fois, vous avez aidé une amie à monter un business ou de créer, je sais pas moi, un projet ou même tout simplement organiser un anniversaire et vous avez géré ça comme une reine. Mais concentrez-vous sur toutes vos réussites. Rappelez à votre cerveau, j'ai fait ça, c'était incroyable. Et ça va renourrir et vous redonner confiance en vous et travaillez sur vous. Parce que la première personne, son premier ennemi, c'est soi-même. Donc, grosse introspection, se poser les bonnes questions, écrire, réfléchir et visualiser la personne que vous rêvez d'être pour la devenir le plus rapidement possible et sortir de ce tourment. D'accepter le syndrome de l'imposteur parce qu'il sera toujours là. Je tiens à vous le dire. Donc, si vous essayez de le faire fuir... Après, à moindre échelle, j'ai l'impression que tu le ressens quand même un petit peu moins que moi. Je trouve ça intéressant. Moi, je trouve qu'il est quand même très violent chez moi. Poker face. Ah, ok, c'est ça. Écoute, j'avais l'impression que tu le ressentais un peu moins. Ça avait un côté rassurant. Mais voilà, de finalement l'accepter parce qu'il fait partie de soi, comme on a plein de patterns dans la vie. Et c'est ok, personne n'est parfait et personne n'est lisse. Heureusement, d'ailleurs, sinon on se ferait chier. Donc voilà, je pense qu'il faut l'accepter. Voilà, j'espère que c'est des bons conseils. Très bon conseil. Là, tu pensais, par exemple, que moi, je l'avais pas fort. C'est juste que pas fort, mais moins fort que moi, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est ancré, quoi. Tu vois, c'est là. Alors, il m'accompagne, comme je te disais, c'est un colocataire chez moi. Il m'accompagne tout le temps. C'est juste que parfois, comme je sais qu'il faut essayer de maîtriser ses pensées, comme tu l'as dit, j'essaye de l'étouffer sous coussin. Okay. En fait, je me dis non. Je me recentre et je me dis, je ne pense pas comme ça. J'essaye. De toute manière, on nous apprend tout de suite, lorsqu'on commence à faire un peu de développement personnel, d'entrepreneuriat, que le perfectionnisme, au chiotte, le perfectionnisme, c'était le titre d'une des vidéos de l'accompagnement. Et c'est vrai parce que finalement, si on attend que ce soit parfait pour démarrer, on démarrera jamais. Donc j'essaye toujours de me dire, ok Anaïs, c'est normal, tu démarres, donc laisse-toi déjà démarrer et voir, ajuster, toujours avec cette rigueur d'infirmière, mais j'essaye un peu de l'étouffer sous coussin. Après, quand tu disais introspection, je trouve ça intéressant et j'ai envie de poser une question un peu piège et profonde, mais est-ce que parfois ce syndrome de l'imposteur, il ne peut pas nous sauver, dans le sens où ça serait notre inconscient aussi qui peut nous envoyer une alarme de attention, peut-être que là sur le coup, t'es inspiré, ça te donne envie parce que tu vois quelqu'un épanoui faire quelque chose finalement qui serait pas aligné avec toi et du coup c'est presque ton conscient qui te dit non, c'est pas pour toi. Enfin, on peut l'identifier en syndrome de l'imposteur, mais est-ce que ça serait pas des fois instinct qui te dit ça c'est pas fait pour toi, etc. Ouais, est-ce qu'il faut pas vraiment faire un vrai travail profond, d'être sûr déjà de vouloir faire ça, que ça nous plaît, que c'est aligné, ensuite du coup vraiment prendre la décision, l'ancrer et faire les actions, et là on peut maîtriser un syndrome de l'imposteur. Mais est-ce que parfois se dire j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur, c'est pas aussi finalement ne pas avoir été profondément dans son conscient et se dire que en fait j'ai dit que je me sentais pas capable ou que c'était pas pour moi, mais finalement c'était peut-être simplement quelque chose qui n'aurait pas été fait pour la personne. Je sais pas si c'est très clair. Alors, elle est un peu complexe ta question, mais si j'ai bien compris, c'est est-ce que tu penses pas que parfois le syndrome de l'imposteur, c'est juste
ton instinct, ton inconscient qui te dit c'est pas fait pour toi et que c'est finalement réellement pas fait pour toi et qui peut te sauver d'une mauvaise décision. Dans certaines situations, bien Alors sûr. non, je pense que non. Je pense que naturellement, ton cerveau va toujours te jouer des tours. Il va toujours essayer de t'amener dans la case zone de confort, sécurité, parce que l'inconnu est hyper insécure pour le cerveau. Le cerveau ne supporte pas être en insécurité. Il se met en signal d'alarme et il te dit « ne fais pas ça, c'est pas fait pour toi ». Mais c'est juste un faux sentiment d'insécurité parce que le vrai danger, c'est d'être attaqué par un ours, attaqué par un chien, de manger un fruit qui est pourri ou que sais-je. Le vrai danger, il est là. Le regard des autres, la peur de l'échec, le jugement et tout ce que tu veux, c'est des peurs qui sont fictives. Elles n'existent pas. Mais qui déclenchent dans le cerveau la même alarme. Mais qui déclenchent la même alarme parce qu'aujourd'hui, le cerveau ne sait pas faire la différence entre un danger réel et un danger fictif. Le stress est quelque chose de totalement inventé par notre cerveau. C'est une projection de quelque chose qui n'existe pas. Et naturellement, il va toujours amener un scénario catastrophique. On va toujours te faire croire que tu vas échouer, tu vas avoir des problèmes d'argent, tu vas tout perdre, tu vas foutre ta famille dans la merde, etc. C'est faux. Ça n'existe pas. Le stress est une projection de quelque chose qui n'existe pas. Et ça, il faut réussir à le comprendre. Donc, ce que tu me poses comme question, non. Alors, je vais te donner la différence entre instinct et émotion. Une émotion, c'est quelque chose qui est instantané. Ça me provoque une émotion parce que j'ai peur, je stresse, je machin, etc. L'instinct, c'est quelque chose qui est enfoui au fond de soi. C'est quelque chose qu'on a dans les tripes. C'est pas dans le cerveau, c'est dans les tripes. C'est... tu vois, c'est très particulier. C'est comme dans un fond, tu vois. C'est le syndrome de l'imposteur, ça va être dans ton cerveau, ça va être répétitif, t'es pas faite pour ça, nanana. C'est un peu en haut. L'instinct, il est plus dans les tripes, il est plus au niveau du cœur. C'est ce petit truc qui revient très régulièrement, qui te dit je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Je sais pas, je dois pas le faire. Ou à l'inverse, c'est fais-le. Vas-y, c'est pour toi, c'est le moment, c'est le machin. C'est un peu différent. Je sais pas si tu vois la subtilité entre les deux, mais je suis certaine d'une chose, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est invention totale du cerveau, comme le stress. C'est une peur, c'est venir te faire croire que t'es pas si... C'est de la connerie pour moi, vraiment, sans hésitation. Il n'y a même pas un monde où ça te donne quelque chose de positif. L'instinct, lui, par contre, il est très fort. Aujourd'hui, je vais avoir 37 ans et ça fait 1 an que j'écoute mon instinct. Avant, je pensais que mon instinct, c'était justement mon cerveau qui me disait attention, t'es en danger, machin et tout. Et moi, comme je suis assez combative, je me disais allez, je suis pas une fête, moi j'y vais, let's go. En fait, non, c'est mon cerveau, là c'est ma peur qui essaye de me parler, etc. J'y vais quand même. Et maintenant, avec beaucoup de recul, beaucoup de calme, beaucoup d'introspection, beaucoup de hauteur sur les choses, j'arrive à identifier qu'est-ce qui est une émotion, la peur, etc. et qu'est-ce qui est l'instinct. Maintenant, si je sens au fond de moi, c'est comme avec les gens. J'avais pas ça avant. Maintenant, quand il y a un petit truc qui me fait me dire... Tu t'écoutes. Ah, je m'écoute de ouf. Mais ça, c'est nouveau, par contre. Mais c'est hyper intéressant. Et finalement, encore une fois, c'est des choses qu'on sait, mais quand là, c'est mis en lumière comme ça, on le comprend mieux. Par exemple, là, l'émotion, je sais qu'une émotion, normalement, elle dure moins de 5 minutes. Par exemple, quand tu es en colère contre quelqu'un, si pendant plus de 5 minutes, tu es encore en colère, c'est toi, en fait. Qui déclenche ton cerveau sur « Ah, mais en fait, il a dit ça et ça m'a fâché, etc. » Et c'est toi qui mets le replay de ta colère. Parce que ça dure 5 minutes, pas plus. C'est peut-être même moins, mais j'ai plus le temps exact. L'instinct, quand tu dis l'instinct, c'est vraiment quelque chose des tripes. Par exemple, l'instinct maternel. Tu vois, parfois, là, je suis en train de discuter avec toi et je ne vois pas derrière moi. Il peut y avoir mon enfant qui va passer. Je sais, j'ai enregistré qu'il y a une petite balle ici au sol. Il va courir tout de suite. Pouf, on n'a même pas pensé à l'action ni le temps de réfléchir à ce qui se passe. Instinct, pouf, on va mettre notre bras et potentiellement l'enfant allait chuter et on l'a rattrapé. Et c'est presque quelque chose de magique, d'énergétique. Ah, c'est là. C'est inexplicable, c'est invisible, mais c'est puissant. Je pense du coup, grâce à ta réponse, finalement, c'est un peu utopique de dire ça ou lunaire pour les gens qui n'ont jamais lu, par exemple, qui n'ont jamais essayé de comprendre un peu la neuroscience, comment on fonctionne. Mais en réalité, d'après ce que tu me dis, je pense qu'on a vraiment tous les outils ici pour maîtriser le stress, la colère, nos émotions, pour être guidé. En fait, on a besoin que de soi et de la conscience de soi. C'est réussir à comprendre nos schémas de fonctionnement.
c'est comprendre pourquoi je réagis de telle ou telle manière. En fait, il y a des gens qui passent leur vie, qui traversent leur vie entière sans jamais comprendre pourquoi ils ont réagi comme ça, ils ont pensé ça, etc. Alors, j'ai envie de dire c'est dommage, mais c'est normal. Je veux dire, c'est l'entrepreneuriat qui amène cette conscience sur soi-même, qu'on se le dise. Quand tu es dans un boulot, tu as un peu la tête dans le guidon, bah tu vois l'image du petit robot qui se lève le matin, qui prend le métro, l'expression métro, boulot, dodo. En salariat, elle est hyper représentative. Dans l'entrepreneuriat, ça amène à te connaître mieux pour développer ton business. Et plus tu maîtrises tes émotions, plus tu comprends tes schémas de fonctionnement, et plus tu es un meilleur entrepreneur. Donc c'est grâce à l'entrepreneuriat que tu peux avoir cette conscience sur toi-même. Mais effectivement, on a les clés en soi pour être heureux. Est-ce que c'est facile ? Non, parce que contrôler ses émotions, c'est la chose la plus compliquée du monde. Changer ses pensées, c'est une des choses qui est assez difficile aussi. Oui. Mais là, justement, ce matin, j'ai enregistré un petit audio pour les membres du programme. Et le thème, c'était « Choisissez votre difficile ». Ouais, c'est difficile de penser positivement, mais qu'est-ce qui est le plus difficile ? D'avoir tout le temps des pensées négatives, d'être triste, de se lever le matin, de vivre une vie avec zéro sens. Choisissez votre difficile, j'ai envie de dire. Travailler sur soi, pour moi, c'est pas ce qui est le plus compliqué, mais c'est pas non plus ce qui est le plus facile. En tout cas, de gérer ses émotions, ça, c'est un fait sûr et certain. En fait, c'est juste que dans la vie de tous les jours, on fait les choses tellement mécaniquement qu'on ne réfléchit pas à plus profond. Et du coup, même des choses difficiles deviennent plus facile de faire des choses mécaniquement, râler parce que la personne devant nous, elle nous a coupé la route, ce genre de choses. C'est plus difficile de stopper son schéma de pensée en se disant non, là je suis en train de me mettre plein d'énergie négative et ça sert à rien, stop. Mais il faut enclencher ça, avoir l'habitude, essayer d'entraîner son cerveau à le faire, ce qui est plus difficile plus finalement que de faire des choses presque négatives, de klaxonner et dire mais... Oui, des noms d'oiseaux et on repart. Mais ce que ça induit finalement est plus difficile à vivre que de penser positivement. Parce que râler, avancer comme un robot, ne pas comprendre pourquoi on a agi de telle et telle manière, induit une vie qui finalement manque de sens, de compréhension et tourner autour de la négativité, peut-être parfois même de la tristesse, alors que de travailler sur soi et de comprendre ses schémas et de se dire « Ok, là j'ai agi pour cette raison, là je pense ça parce que voilà, c'est ça, ben forcément ça va amener beaucoup plus de positivité et d'opportunités dans une vie qui sera bien plus belle, ça c'est certain. Et tu disais que c'était quelque chose qui touchait beaucoup les entrepreneurs. Moi j'ai l'impression en tous les cas que plus tu t'élèves dans ton développement personnel, plus c'est presque miroir avec tes entreprises finalement. Elles grandissent en même temps que toi. Est-ce que pour les gens qui sont des petits entrepreneurs et qui n'ont jamais essayé de se comprendre, de se connaître, d'avoir conscience de soi, de comment on fonctionne, est-ce que finalement c'est pas aussi un petit peu, alors pas forcément la cause principale, mais l'une des causes pour lesquelles ils restent dans une stagnation? Ah si, complètement, parce que ton business, c'est toi finalement, et si tu te limites, si tu es limité, ton business se limitera et sera limité. Ça, c'est certain. Il n'y a même pas d'autre chemin possible, et c'est ça qui est merveilleux, parce que l'entrepreneuriat, je le dis tout le temps, c'est le meilleur développement personnel qui existe au monde. Finalement, pas besoin de lire des livres, d'écouter des podcasts, de te renseigner, tout ce que tu veux. En fait, l'entrepreneuriat, il va t'amener naturellement à devoir te développer, à réfléchir, à te construire, et c'est incroyable. Enfin, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure chose qui existe au monde. C'est ma passion. J'allais dire la même chose. J'avais pas de passion, moi. Ouais, pareil. Jamais de passion. Presque multi-passionnée. C'est-à-dire qu'une semaine, je pouvais faire de la peinture. 2 semaines après... Moi-même pas. Mais c'était des toutes petites phases, mais rien ne me faisait trop vibrer. Finalement, j'ai compris le jour où j'ai commencé à entreprendre. Je suis quelqu'un d'ultra curieuse. J'adore toucher à tout. Et j'ai toujours besoin de challenge. L'entrepreneuriat, on n'a pas de limite. Tu peux rêver grand et tu peux rêver petit, tu fais ce que tu veux finalement. C'est juste toi et tes objectifs, toi et ton envie, toi et ta décision, toi et ton mouvement. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. Dans le syndrome de l'imposteur, j'y pense en le disant, parfois justement, le syndrome de l'imposteur empêche le mouvement. Et le mouvement, je pense que c'est la clé pour changer de vie. Il faut se mettre en mouvement tout le temps, il faut prendre la décision. Le mouvement, il faut y aller. effectivement. Enclencher. Et l'entrepreneuriat, quand tu enclenches, tu actionnes, tu produis d'office du résultat. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et ce qui est hyper positif avec le syndrome de l'imposteur et l'entrepreneuriat, et surtout pour les clients, c'est que le syndrome de l'imposteur, il te pousse toujours à faire mieux, il te pousse toujours à te dépasser, et donc tu es toujours meilleur. C'est parfois un peu dur pour toi, parce que tu as toujours
cette charge de toujours vouloir faire mieux, tu as beaucoup de mal à te satisfaire de ce que tu as pu faire. Donc c'est dur pour toi, mais c'est excellent pour les clients. Les clients qui achètent un produit à quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur, il va être content, parce que tu vas donner. Donc il y a aussi un travail à faire là-dessus, à arriver à un moment à stopper et de se dire, ok, là j'ai délivré ce pourquoi ils les ont payés. Ça, c'est un de mes plus grands travaux. Quand je regardais encore hier la formation, tu as 50 heures de vidéo, tu as 23 modules, je vais en ajouter 3 nouveaux ici. Je me dis, en fait, moi je m'arrête jamais. C'est quand la fin, en fait? C'est quand que je m'arrête? J'arrive pas à mettre une fin, mais c'est ce que j'aime aussi, c'est ce qui me stimule, voire même ce qui m'excite au quotidien. Comme on disait, c'est notre passion. J'ai besoin de ça, de créer, d'ajouter, de machin, etc. Donc le syndrome de l'imposteur peut être négatif, mais il est extrêmement positif aussi dans l'entrepreneuriat. En plus, je peux que confirmer tes propos. D'ailleurs, on a déjà eu cette discussion ensemble où moi, je t'ai dit, mais Zoé, tout ce qu'il y a dans ta formation, c'est bien plus que la promesse de départ. Et pour ma part, c'est même pas juste une formation de reconversion, ça a été le déclencheur de ma naissance. Pour moi, je suis vraiment née, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire réellement ce qui m'anime, ce qui va changer ma vie, et je suis persuadée m'amener très très loin, plus loin que ce que je suis aujourd'hui. Je suis qu'à 1 ou 2 marches de mon chemin, je pense. Mais vraiment, ta formation, c'est celle qui m'a fait prendre conscience et qui m'a changée en bien, finalement. Je pense que j'ai jamais été, quelqu'un de vraiment de méchante ou de critique. Non, mais vraiment, j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours voulu aider les autres, les emmener loin, justement, presque aussi les accompagner. Donc, c'est pour ça que le coaching, j'adore aussi. Mais au démarrage, quand j'ai pris ta formation, pour moi, j'allais me reconvertir, ouvrir un cabinet de technologie esthétique, et voilà. Et c'est tellement plus. Donc, c'est marrant quand tu me dis... Est-ce que pour toi, il y a tout? Dis-moi, fais-moi des retours. Tu demandes des retours. Il y a bien plus, tu t'arrêtes jamais. Et effectivement, tu as ce syndrome de l'imposteur qui te pousse à me donner toujours plus. Mais la valeur, du coup, effectivement, quand tu es cliente, qu'il y a là-dedans, elle est énorme. Et pour moi, dans tous les cas, ça n'avait pas... Si j'avais su... J'aurais pu faire un feedback et aller me parler. Il n'y a pas de prix pour le changement de vie que ça m'a apporté. Mais déjà, je te remercie du fond du cœur pour ce que tu viens de dire, parce que ça me fait du bien de l'entendre. Mais ce dont je suis plus fière, par contre, c'est certainement pas la partie business. Presque, j'en ai rien à foutre, pour te dire. Non, mais j'imagine. Au vu de la puissance de la transformation que tu as amenée à tellement de femmes. Ouais. En fait, ce que j'aime le plus, alors ça fonctionne pas sur tout le monde, c'est quand elles captent, qu'elles se disent « Putain, il y a un autre monde, en fait. » Ouais. Il y a un autre monde. En fait, je peux avoir et faire tout ce que je veux dans ma vie bien plus facilement que je le pensais, et pas forcément en développant l'entrepreneuriat, mais en se découvrant elle se dit « Ah ouais, ok, en fait, je suis comme ça, je peux être ça, je peux ressentir ça, ok, je peux apprendre ça, pourquoi je suis là ?» Et quand je vois ce switch-là, ça... Mais en plus, ça pour le coup... Ça, je kiffe. C'est vraiment grâce à toi. En fait, quand on ouvre les yeux et qu'on se dit « Attends, mais j'ai un potentiel, en fait. » T'avais zéro notion de ça avant que tu sois chez Infirmière Libre? Juste par curiosité. Ok. Zéro dev perso. Genre, tu travaillais pas sur toi? Zéro dev perso. Par contre, c'est vrai que tout de suite, lorsque j'ai eu contact avec des filles, elles m'ont dit que j'avais un profil particulier. J'ai jamais eu, en termes de croyances limitantes, très très peu, finalement. Mais très bien entourée. Au démarrage, sur le noyau dur très très proche, très bien entourée. Et justement, quand je te disais que j'avais mon schéma de rêve et mon schéma normal, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, il y a peut-être une passerelle pour commencer à aller vers la vie de rêve. Et en fait, dès l'instant où j'ai mis le mouvement, première action vers, ok, je vais faire ça. Là, je me suis dit, par contre, je m'arrête plus. Là, ça y est, j'ai commencé à courir, j'ai eu le second souffle, je m'arrête plus. Et voilà, c'est juste ça. Mais du coup, par contre, oui, avant ça, jamais... En fait, je pense que quand t'es infirmière, en plus, t'as pas... On est très scientifique, tout ça, et on n'est pas axé sur des livres type Napoléon Hill ou autre. J'avais peut-être déjà entendu le nom, mais jamais je m'étais dit, tiens, je vais lire. Et par contre, je lisais déjà beaucoup de romans, ce genre de choses. Et là, j'aurais jamais pensé que des livres comme ça, je pouvais les dévorer comme ça. J'ai même dû faire plusieurs lectures pour être sûre de bien tout intégrer. Et d'ailleurs, je fais jamais la même. C'est marrant, quand je relis, c'est pas la même chose que je visualise quand je lis.
Ouais, sais c'est pas vrai si que tu fais j'arrive ça. dans... Enfin, la cible, l'infirmière, elle est à milieu de tout ça parce que déjà, elle n'a pas le temps. Elle n'a Ouais. pas le temps de prendre du temps pour elle, de réfléchir sur elle et encore moins de lire. Donc effectivement, grosse découverte et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ok, ben, merci Anaïs pour cet échange, c'était hyper intéressant. Merci à toi Zoé pour le podcast et pour tout, bien sûr. Voilà, on arrive à la fin du premier épisode des Audacieuses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao.